est le plus grand artiste avec qui vous avez collaboré? Eh bien, évidemment, oui, c'est lui. C'est lui. Je suis très heureux aujourd'hui de partager ce bout d'après-midi avec Yarol Poupeau. Bonjour Yarol. Eh bien, bonjour. Merci Ben, d'avoir merci à accepté toi. l'invitation. Je t'en prie. J'avais une première question, tu es une figure emblématique du rock en France. C'est quoi être rock en 2022? Je pense pas que ce soit différent de. Tu sais, être rock, c'est ça, c'est. Comment dire. Il y a quand même une notion, pour moi, de rock, d'urgence, un petit peu de danger, de trucs qui soient pas forcément trop lisses. Il y a un côté un peu rugueux, un côté vivant, un côté. Comment dire, un petit peu aventureux, un petit peu de risque, de pas forcément être là où on t'attend, de pas forcément être trop laisser une part quand même un petit peu à ton instinct. David Guetta, il est rock'n'roll? David Guetta, il peut être rock'n'roll, ouais. Non mais je te pose la question Oui, parce ça que fait longtemps. Ben, David Guetta, on moi, en a parlé moi, parce que David Guetta, j'avais fait des trucs bossé avec lui. Voilà, j'avais fait des trucs avec lui en 2004, un truc comme ça. Il avait fait un morceau qui s'appelait Money, ou je crois que Ouais. c'était ça, Money. Donc il m'avait appelé. Parce qu'en fait, David Guetta, moi je le connaissais de l'époque où il était DJ de rap, Ouais. au début du rap à Paris. ok, à l'époque du Boy ou du Palace? À l'époque du Boy du Palace, même avant, à l'époque de tout ce qui était chez Roger Boitefunk au Globo. Je sais pas le si tu Globo. connais voilà, Ah ce ouais. truc. À l'époque, effectivement, il y avait les premiers trucs de rap un petit peu au Bataclan aussi. Enfin, toute cette mouvance. Sydney, quoi. À chipper, à choper, quoi. Ouais. C'est quand même dément d'avoir eu en France cette émission vraiment de précurseur. Donc moi, je le connaissais de cette époque-là. Et donc, quand il a fait son truc, Monique, il voulait un riff de guitare un petit peu hard rock, un peu Ouais. AC/DC Il t'avait appelé. style. Il m'avait appelé. Et donc, du coup, on avait bossé ensemble. Donc, c'était cool. C'était dans son studio à Rivoli, c'est ça ou Rue de Rivoli, exactement. Ouais, c'est ça. C'était allé Ouais. rue de Rivoli avec le gars qui bossait, je sais plus son nom. Mais c'était marrant. T'es un multi-instrumentiste, tu sais jouer de plein d'instruments, en tout cas tu te débrouilles sur plein d'instruments, mais si ton instrument de prédilection, comme on le sait, c'est la guitare, c'est un instrument que tu as appris à jouer dès l'âge de 12 ans. Oui. Pourquoi il y a eu ce déclic pour cet instrument-là en particulier? Ben, parce que, écoute, moi, j'ai découvert. Alors, j'avais déjà. Quand j'ai grandi, quand j'étais enfant, il y avait déjà pas mal de musique à la maison. Notre mère Ouais. elle travaillait dans le cinéma et elle avait quand même une culture musicale qui est pas loin de la mienne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle écoutait les Beatles, les Stones, Bob Dylan, Lou Reed. Enfin voilà. Donc si tu veux, on a baigné déjà un petit peu dans un environnement musical assez rock, on va dire. Ok. Et le 16 août 77, Elvis Presley meurt. J'ai 8-9 ans, je suis devant la télé, je vois ce mec et je fais waouh, dément, ça, je kiffe. Je me dis, voilà, je veux faire pareil. Et le mec joue de la guitare, Elvis Presley. Bien Il sûr. joue pas de contrebasse, il joue pas du violon, de la trompette. Il joue de la guitare. L'instrument rock'n'roll par excellence, pour moi, C'est la en tant guitare. qu'enfant, c'était la guitare. On va pas se mentir, ça l'est toujours un peu, tu vois. Voilà. Bah, bien C'est-à-dire que sûr. Quand on pense rock'n'roll, on pense guitare. Ouais, bien Donc sûr. moi, j'ai eu un flash là-dessus et j'ai tout de suite eu envie de jouer de la guitare, le son de la guitare électrique. J'ai attaqué quasiment tout de suite par la guitare électrique, par les riffs de Chuck Berry, par les trucs de rock'n'roll du début, par le blues électrique, par voilà. Donc ça m'a vraiment ça a tilté dans ma tête quand j'ai vu. Donc Et t'as puis, corné c'était beau, la tes... guitare électrique, c'était un bel instrument, c'était classe, c'était sexy, les formes. Je sais pas, moi j'ai toujours été fasciné. Oui, d'ailleurs, je t'ai vu dans des interviews où tu racontes, il y a des interviews où tu parles de guitare, etc. Et c'est un truc que tu dis dès le début. Moi, quand je regarde une guitare, il faut d'abord qu'elle soit belle. Avant de sonner correctement, il faut déjà qu'elle soit Ah belle. bah, c'est important. Non mais c'est important, en fait, je veux dire. Il m'arrive des fois d'être des luthiers, par exemple. Parce que du coup, maintenant, il y a beaucoup de gens qui fabriquent des guitares. Tant mieux, Ouais. c'est génial. Donc, il y a des fois des concerts, je vais jouer dans des villes, et il y a un mec du coin qui fabrique des guitares. Il vient me voir, il m'amène les guitares, et alors, souvent, le mec, il a bossé comme un dingue pour que le son soit comme ci, comme ça. Il a mis tel micro, tel truc, et alors là, pour le son. C'est super, mais si sa guitare, elle est moche, je vais pas la jouer sur scène. Le mec, il vient, il me la prête, il me dit, si tu veux la jouer sur scène, tu peux. Et si elle sonne super, mais qu'elle me plaît pas, qu'elle est pas belle, je vais pas la jouer. Alors que, inversement, si un mec fait une guitare Stylé qui de n'a pas ouf. forcément un son mortel, mais qui a une super gueule, un super style, tu peux toujours te démerder, tu traficotes un peu, tu rajoutes une pédale d'effet, une distorsion, un wah-wah ou un truc, et tu peux toujours te démerder pour en sortir un son correct. Un des faits marquants de Yarol Poupeau,
C'est en 87, la Fédération française de funk, c'est Quelle année FFF. tu dis? Moi, j'ai noté 87. Ouais, à peu près, ouais, je dois les En rencontrer à 87. cette période-là. Je dois À rencontrer ce moment-là, on en est où? Écoute, moi, je viens de passer mon bac. Moi, j'ai de la chance, j'ai su, effectivement, dès mes 10-11 ans, que je voulais faire de la musique, que je voulais jouer être guitariste, je voulais que ce soit ça mon métier. Donc, je bossais comme un dingue étant gamin. Si tu veux, les mercredis après-midi, quand les potes, ils allaient un petit peu traîner ou au cinoche ou d'un machin, moi, je me disais, bon, attends, non, moi, je vais rester à la maison, je vais bosser la gratte. Voilà, donc du coup, je passais beaucoup de temps. Je rentrais de l'école, je jouais de la guitare. Je jouais de la guitare à peu près à cette époque-là, je pense, je sais pas, entre 2 et 3 heures par jour, quasiment tous les jours, quoi. Donc j'étais vraiment à fond. Ça me passionnait, j'avais envie d'apprendre, j'écoutais des disques, j'essayais de comprendre les trucs, j'essayais de récupérer des infos à droite à gauche. Dès que je croisais un copain de ma mère, par exemple, qui était guitariste, je disais, hey, montre-moi comment on fait l'intro de machin. Tu refaisais ce que t'entendais? Voilà, je refaisais ce que j'entendais, je prenais des cours, je regardais. Voilà, donc j'étais à fond là-dedans. Mais si tu veux, pour être tranquille quand même, je me suis dit, bon voilà, ce serait bien d'avoir mon bac. Ouais. Voilà, parce que, mais bon, ne serait-ce que pour être peinard, que j'avais envie d'avoir régler ça, quoi. Voilà, c'est bon, l'école, ça me saoulait un peu, mais je me suis dit, bon, ce serait quand même cool d'être allé jusque-là pour rater mon bac. Ouais. Donc, quand je passe mon bac, avec mention, Félicitations. mention assez bien, hein, mais Bah, mention quand même. Je l'ai pas eu. Hein. Et donc, du coup, après mon bac, je commence à traîner dans un milieu un peu de musiciens à Paris. Et vient un ami commun, je rencontre Marco Prince. Et Ouais. lui, il était en train de... FFF existait déjà, mais dans une autre formule. Et donc, en fait, tu sais, c'était une période où c'était l'éclosion de ce qu'on appellera plus tard la fusion, Ouais. mais que c'était cette espèce de mélange de funk, de rock, de rap, de trucs. Il y avait eu Walk This Way avec Run DMC et Aerosmith qui Bien avait sûr. mis une claque à tout le monde. C'est énorme. Il y avait les Red Hot Chili Peppers qui commençaient à faire vraiment parler d'eux. Il y avait un groupe hollandais qu'on adorait qui s'appelle Urban Dance Squad. En France, il y avait aussi la Mano Negra qui faisait un espèce de mélange de plein de styles. Donc il y avait ce côté... Justement, au début des années 90, fin des années 80, d'espèce de mélange de styles et des trucs qui étaient un petit peu cloisonnés jusque-là étaient en train de voler en éclats et on pouvait effectivement mettre des trucs un peu des rythmes africains avec des guitares hard rock. Donc nous, on s'est engouffrés dans cette brèche et c'était vraiment le truc qui nous plaisait, quoi, parce que effectivement, donc moi... évidemment, le rock'n'roll, évidemment, Elvis, Led Zepp, les Stones, AC/DC, tout ce qu'on veut. Mais beaucoup de funk et de rhythm and blues aussi. Moi, j'avais pris une grande claque en voyant les Blues Brothers, tu vois, par exemple. J'adore. Voilà. J'adore. Donc, si tu veux, moi, très, très fan aussi d'Otis Redding, d'Aretha Franklin, de Marvin Gaye, de James Brown, évidemment, de toute cette culture. John Lee Hooker dans les. John Lee Hooker, dans les génial. Blues Et puis Brothers. moi, tu vois, mes premiers amours de guitare, c'était le blues aussi. Donc, si tu veux, moi, me retrouver à mélanger toute cette culture noire américaine de funk, de soul, de rhythm and blues, avec ce côté rock and roll un peu plus riff, Led Zepp, hard rock. Moi, c'était Du pain béni. c'était génial. Donc, je rencontre Marco à cette période-là. Lui, c'est envie de faire là qu'il a envie d'aller aussi. Et donc, on s'entend comme cul et chemise direct. Et voilà, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce qu'il y a ce cliché autour du rock. On dirait que, en gros, on dirait que toutes les musiques, tu peux les faire sagement dans ton studio, mais que le rock, il y a un côté passage, il y a un côté rebelle où il faut être. Oui, il y a, je suis désolé. Et il y a un côté passage dans la création où il faut casser les codes. Le rock'n'roll, c'est censé être dangereux quand même. C'est pas, enfin, pour moi en tout cas, c'est censé. C'est pour ça que, bon, le rock'n'roll qui est quand même à la base une musique d'adolescents rebelles, Oui, est devenu aujourd'hui quand même un truc un peu de daron tranquille. Mon fils a 15 ans. ok. Mon fils a 15 ans. Mais ton fils il baigne dedans. Non, et oui, il baigne Coco. dedans, et justement, il écoute pas de rock. Il écoute pas de rock, et aucun de ses potes n'écoute de rock. Ils Personne. écoutent quoi du rap? Aujourd'hui, il y a Ils beaucoup de rap. écoutent du rap, ils écoutent des trucs un peu, je sais pas, un peu plus... des trucs super, Mais hein, le rap, d'ailleurs. c'est rock, hein. Et le rap, ça peut être très rock. Mais si tu veux, le côté, ils écoutent pas de... Il nous manque, je pense, la dernière, pour moi, icône
Bon, alors, il y a eu les Strokes, il y a eu les White Stripes et tout, mais la dernière icône vraiment rock'n'roll où on a envie de mettre un poster dans sa piole et où l'ado se reconnaît là-dedans, c'est Kurt Cobain quand même. Ok, Nirvana. Voilà, tu vois, Nirvana, il y a un truc, effectivement, ça a été une tempête quand ça a débarqué, Smells Like Teen Spirit, sur Nevermind. Ça a été un raz-de-marée, et effectivement, tous les mômes qui étaient un petit peu mal dans leur peau, machin, bidule, se sont reconnus dans Bien ce sûr. mec qui avait 24 ans, et qui faisait des chansons de folie, et qui faisait du rock'n'roll. C'est vrai qu'il avait avec les 24 guitares ans. à fond. Il est mort à 27, hein. Ouais. Et donc, si tu veux, il y a eu effectivement, avec Nirvana, c'est peut-être le dernier. Le rock'n'roll, c'est quand même un truc, en dehors de tout ce qu'on disait de danger tu vois, de prise de risque, il y a aussi ce côté, tu as envie de mettre le poster dans ta piole, quoi. Tu vois, tu t'es fan de ce mec, tu vois, que ce soit Hendrix, que ce soit effectivement, et Kurt Cobain, tu avais Ouais. envie de mettre Ah le bah bien poster, sûr. voilà. Alors les Strokes, ils ont eu ça aussi un petit peu, Jack White aussi. Les Strokes, ils avaient la 2001, les Strokes débarquent, This Is It, le premier album, c'est la claque à tout le monde. Ils sont beaux, ils sont classe, ils sont bien sapés, les chansons sont super. Le truc. Bah, il y a Arctic Monkeys aujourd'hui. Et Arctic Monkeys, ça aujourd'hui, déchire. mais Arctic Monkeys, ça fait quand même. Le premier album, il date de 2002, 2003, je crois. Il y a un truc qui est très important dans la musique et notamment dans ton parcours, ce sont les rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres. On parlera forcément de celle avec Johnny parce qu'elle a été Sûr. importante. Est-ce que tu penses que pour être un bon musicien, au-delà de la musique, il faut surtout être suffisamment ouvert aux autres? Je sais pas. Il y a des mecs qui sont jamais sortis de leur piole et qui ont fait des disques fantastiques et qui ont composé de la musique hallucinante et qui avaient effectivement pas forcément. C'est un truc assez intérieur quand même. La musique, comme n'importe quelle forme de création artistique, je pense que certains peintres. On n'est pas loin de Montmartre, là, à Toulouse-Lautrec, était dehors tous les soirs, et il peignait ce qu'il voyait, et la Goulue, et machin, et le Moulin Rouge, c'était ça qu'il avait envie de peindre, parce qu'il faisait la fête, et que c'était ça tout truc. Mais d'autres mecs restaient enfermés dans leur atelier, voyaient personne, et tout seuls, si tu veux, imaginaient des espèces je sais pas de quoi, de paysages qu'ils n'avaient jamais vus, mais c'était dans leur tête. La musique, c'est un peu pareil, il y a pas de... Quel que soit les trucs qui te nourrissent, la création en elle-même, quand tu es tout seul, pour écrire un bouquin, faire une peinture, une toile, une sculpture ou une chanson, tu es tout seul. Au final, Au final, tu finis par être... je veux dire, c'est compliqué d'écrire des paroles d'une chanson ou de composer une chanson avec 25 personnes autour. ouais, bien sûr. Alors tu peux avoir des petites idées comme ça, mais si tu veux, comme pour faire une... Alors il y en a certains qui peut-être y arrivent, mais en général quand même, tu te nourris de trucs. Alors ça peut être comment dire, des espèces de flip intérieur ou de cogita que tu te fais tout seul dans la tête, ou ça peut être au contraire la vie de l'extérieur. Mais la création, c'est quand même... la base de la création, c'est quand même un boulot qu'on fait assez seul. J'avais noté qu'avec Philippe Manœuvre, tu as organisé des soirées Rock'n'Roll Friday qui ont permis de découvrir un certain nombre de jeunes talents. Pardon. Et dans les jeunes talents qui ont été découverts dans ces Rock'n'Roll Friday, il y avait les bébés brunes. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, pour toi, c'était important justement ce côté de transmission? On a commencé à faire ça en 2005, je crois. Moi, c'était une période où on avait fini FFF, on avait décidé de faire un break après 15 ans de tourbillon, de roller coaster. Et bon, moi, je m'étais dit, bon, tiens, je vais plutôt bosser pour d'autres gens, je vais plutôt produire des artistes, je vais faire T'avais envie de voir autre chose? voir autre chose. Et Philippe Manœuvre m'appelle un jour en me disant, est-ce que ça te brancherait de t'occuper de la technique et du son à la base, c'était censé être juste un festival sur 3 jours au Gibus. Je lui dis, mais grave, attends, à fond. Et si tu veux, grâce à lui, j'ai rencontré une scène, on peut dire, de jeunes mecs qui avaient entre 13 et 18 ans, qui avaient envie de faire du rock en 2005 à Paris, et c'était la folie. Alors les mecs étaient pas forcément bons, c'était des fois un peu vraiment bancal, les mecs jouaient pas bien et tout, mais il y avait ce qu'on cherchait dans le rock'n'roll, il y avait cette putain d'énergie, cette putain de prise de risque dont on parle, cette putain de dangerosité, de ce truc vraiment où les mecs ils montaient sur scène, ils en mettaient pas une, mais ils étaient à donf. Tous les vendredis soirs, j'y allais et je me demandais qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui. Et c'était franchement, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a dû durer peut-être un an et demi. Après, ça s'est un petit peu étiolé, mais
la première année, donc effectivement, le premier festival, on l'avait fait en mai 2005. On a commencé le Rock'n'Roll Friday en septembre. De septembre 2005 à... Voilà. Et là, ça a été la folie. C'est-à-dire que j'étais vraiment témoin d'un truc. J'étais là, je regardais le public, je regardais la scène, je disais, moi, my God, tu vois. Genre. Un autre moment de ta vie où tu as pu avoir ce côté-là, c'est quand tu as été jury dans la Nouvelle Star, c'était Ouais. en 2014. Quand tu es parti dans cette aventure, qu'est-ce que tu as été chercher et qu'est-ce que tu as trouvé? Je suis allé chercher de la thune. Ok, c'est honnête. À la base, on m'a branché pour faire ce truc-là. J'ai dit, OK. C'est bien payé? Pas tant que ça, mais j'avais besoin d'oseille. Mais c'est payé quoi? À l'émission Bouffer. ou c'est Non, un non, forfait? c'est un espèce de forfait, un truc. Bon, Ok. j'avais besoin d'oseille. Donc j'y suis allé comme ça, franchement, je vous le dis, parce que moi je regardais un truc, je me dis, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans, la Nouvelle Star et tout. Mais j'avais besoin de thunes pour le label, pour le truc. Bon, en me pliant au jeu, en faisant le truc, parce que du coup j'avais dit oui, ok, donc j'y suis allé à fond, je me suis éclaté. C'était très très cool. Et j'ai fait mon métier de dénicheur de talent, de producteur artistique, tu vois, j'étais dans une salle avec des artistes qui défilaient et qui me chantaient des chansons. Et je devais dire si je trouvais ça cool, ou si je trouvais ça naze, ou si, écoute, franchement, c'est pas mal, tu peux te bosser ton truc. Tu vois, donc en fait, au final, c'était super parce que je me suis retrouvé à faire vraiment mon métier. Tu vois? Ouais, mais bien Je me suis sûr. retrouvé à écouter des mecs comme j'ai fait toujours. Moi, je reçois toujours Et donc, du coup, en fait, je me retrouve, en plus, avec mon pote Mathieu Blanc-Francard Sinclair, Ouais. avec que je connaissais depuis l'époque d'FFF et tout, à qui je m'entends très très bien, avec Élodie Frégé, Élodie Froger, qui était super, avec André Manoukian. André Manoukian, que j'ai découvert grâce à cette émission qui m'a fait rire, qui est un mec extraordinaire. Et au final, si tu veux, je me suis pris au jeu et je me suis éclaté. J'ai découvert plein de musiciens super, de gens qui écrivaient des chansons. Et on a beaucoup rigolé. On a pas mal fait la fête. On allait passer 3 jours à Marseille, 3 jours à Lyon, 3 jours à Strasbourg, 3 jours à Trucmuche. Et c'était très cool. Donc, franchement, je me suis vraiment éclaté à faire ça. Tu as raconté dans une interview que si tu as pu avoir ton aventure avec Johnny sur la partie guitariste et DA, c'est en partie parce que Mathieu Chédid n'était pas dispo à ce moment-là. Est-ce que tu as pensé à lui envoyer une boîte de chocolat Ah bah oui, mais pour le grave, attends. remercier? Non, mais Mathieu, évidemment, Mathieu venait de faire cet album, là, Jamais Seul, avec Johnny. Et puis, il s'agissait de faire la tournée. Mais Mathieu, si tu veux, au bout d'un moment, lui, il était ravi de faire l'album, mais il n'avait pas non plus envie de s'embarquer sur 2 ans de tournée avec Johnny. Et puis, il s'est tapé toutes les promos et le service après-vente du truc. Tu vois, il avait ses morceaux à faire, ça tournait. Enfin, voilà. Et vu que le concept de l'album était quand même de retrouver Johnny autour d'un groupe assez serré, un peu un combo rock'n'roll, très avec basse, guitare, batterie, et pas forcément les 35 musiciens. Ouais. Donc il a fallu que Warner trouve un remplaçant à Mathieu. Et alors je sais pas si c'est Mathieu qui leur a soufflé mon nom, mais ça m'étonnerait pas. Ou voilà, donc j'ai un coup de fil. Écoute, la première télé, hein, tu vois, on parlait de la Nouvelle Star. La première télé que j'ai fait avec Johnny, c'était X Factor. Ok. Tu vois, qui était un autre genre Ouais. de télécrochet comme ça. Et donc, en fait, j'ai un coup de fil de Warner qui me dit bon, écoute, voilà, est-ce que tu veux faire un truc avec Johnny pour X Factor? Bah, évidemment, tu vois quoi, hein. Évidemment, je dis oui. Et je me retrouve à faire cette télé avec lui, et ça se passe bien. Et puis du coup, après, il y a une autre télé, puis un autre truc, et puis un autre machin. Enfin, on se retrouve à faire 3-4... la promo d'une sortie d'album, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, donc du coup, je monte un backing band autour de lui, avec des potes à moi. Tu vois, des mecs qui étaient tous trop contents de faire ça, de jouer Bah, avec bien Johnny. Et puis lui, c'était une période, tu sais, il sortait, il avait eu quand même un problème de santé en 2009, Oui. il avait fallu y passer. Et voilà, donc tout le monde se demandait un petit peu, comment ça va se passer, Johnny? Enfin, il y avait une espèce d'incertitude. Jamais Seul n'était pas l'album qui avait le mieux marché de sa carrière. Enfin bon, il y avait tout un espèce comment dire, De mélange. oui, de vibe un peu chelou autour Ouais. du retour de Johnny. Est-ce qu'il va être capable de remonter sur scène, de refaire des dates? Et effectivement, et avec mes potes, bon, nous, on a juste profité du moment présent, quoi, tu vois. On était là, genre, putain, la chance qu'on a de pouvoir faire ça. Et on se retrouve à faire un concert dans le petit studio de RTL. Hein. RTL qui était encore rue Bayard à l'époque. Dans la cave de la rue Bayard, il y avait un petit studio
Tu vois, concert d'un soir, ça s'appelait. Et donc là, c'était Johnny. Et devant 150 personnes, tu vois, un club. Donc mon Génial. premier concert avec Johnny, c'était devant 150 personnes. C'est génial. C'était dément. Et on s'éclate à faire ce gig. Franchement, on s'éclate. C'est mortel. Les morceaux, on choisit que des morceaux assez rock'n'roll avec des 2-3 albums, chansons de Jamais Seul, mais tout le reste, c'est les classiques, un peu rock, du truc. Et on s'éclate et c'est super. Et Johnny devait repartir à Los Angeles. Et puis sa tournée devait reprendre. Enfin, tu vois, voilà. Et il avait déjà fait son casting de musicien. Enfin bon, c'était booké. Donc moi, j'étais là, genre, franchement, mec, merci. C'était trop cool. J'ai tellement kiffé de jouer avec toi. C'était vraiment super cool. Merci de m'avoir fait confiance. Tu vois, j'espère que ta tournée va bien se passer. Je viendrai te voir au Stade de France. Prends mon numéro. Voilà. Genre, vraiment, j'étais là, genre, putain, j'ai fait ça dans ma life. C'est trop cool. Quoi. That's it, quoi. Ah ouais, c'était bon. Et à 2h du mat, la fameuse anecdote, à 2h du mat, mon téléphone sonne, tu vois, j'étais avec ma meuf à la maison. Là. Dis-moi, ça te brancherait de partir en tournée avec moi, parce que franchement, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était vachement bien. Et t'es là, genre, one again. Ah et non, je sais pas, Johnny, non, c'est compliqué, parce que là, tu vois... Non, non, bien, je dis, évidemment, attends, tu t'es fou, quoi. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. Johnny Hallyday était franchement, alors qu'on parlait de rock'n'roll, le mec, il y allait à fond la caisse. Tu vois, il se mettait en danger à chaque fois. Il avait un instinct de dingue. Il chantait, bon, hein, voilà, une voix de Incroyable. de fou. Et puis, ouais, et puis une légende. Et puis, tu tombes sur un mec qui est assez taiseux, en fait, qui parle pas beaucoup, qui est un peu dans son coin, tu vois, qui est très timide. Introverti? Oui, je pense introverti et puis fatigué de, tu vois ce que je veux dire, d'avoir été tellement sollicité toute sa life. Donc au bout d'un moment, si tu veux, il est content quand il est peinard, quoi. En slip? Ouais, En chaussons. grave, sur son canapé en train de mater des films d'horreur, tranquille, tu vois. Il allait pas forcément chercher. Je pense qu'il l'a fait beaucoup avant. Encore une fois, on en parlait, tu vois, il s'est réinventé plein de fois, et puis je pense que même dans sa tronche, il y a eu plusieurs... Tu vois, donc là, il était paisible, il était tranquille, il n'avait pas envie de... Et de temps en temps, il avait envie de faire la fête, tu vois, mais c'était un... Tu vois, et puis il y avait ce côté, on était tous les deux aussi fans d'un certain cinéma, tu vois, un peu hollywoodien des années 40, 50, 60. On avait... En fait, si tu veux, il y a aussi des trucs qui nous rapprochaient, c'était une culture de ce rock'n'roll dont on parlait tout à l'heure, des Ouais. anciens, c'est-à-dire Des années 50. Ouais, les années 50. Ouais. C'est-à-dire que lui, il connaissait des trucs carrément. Alors moi j'ai tendance à geeker. C'est-à-dire que si j'ai kiffé quelque chose, je vais aller geeker dedans et je vais aller chercher des infos et emmagasiner des infos. Donc ça, c'était mon cas quand j'étais gamin et j'ai découvert le Ouais. rockabilly et le rock'n'roll, machin. Et donc du coup, c'est ressorti. On était des fois comme des mômes à dire oui, mais Billy Lee Riley, tu connais bien sûr My Girl is Red Hot, you know, they blow my top. You know, machin, ou des trucs un peu pointus de rockabilly. Oui, mais non, parce que Billy Lee Riley, attends, et Johnny Burnett, attends, mais telle chanson, attends, mais... Voilà. Donc, si tu veux, on était un petit peu dans cette espèce de... On se retrouvait sur le fait que nos premiers amours rock'n'roll, nos premiers envies de rock'n'roll, adolescents, avec 40 ans d'écart, peut-être, tu vois, je sais plus, oui, 40 ans d'écart. Ouais, ouais. 40 années d'écart, étaient autour du même petit bidule, tu vois. C'est-à-dire que lui, à 12 ans, 12-13 ans, il avait kiffé les mêmes trucs que moi à 12-13 ans. Tu vois, donc, du coup, on se retrouvait des fois comme deux gamins à parler de « Ah ouais, mais attends, truc mais Avec les mêmes références. avec les mêmes refs. Tu vois et je pense qu'un des trucs qui lui a fait plaisir sur... enfin, dans le fait qu'on travaille ensemble, c'était justement cette espèce de complicité et de... Parce qu'il savait quand il parlait, Vous tu parliez sais, le on même devrait langage. faire tel morceau de Cochrane. Ouais. Je savais exactement quel morceau de Cochrane il parlait, tu vois. Alors que d'autres directeurs musicaux avec qui il avait bossé avant, qui étaient des mecs déments et tout, qui étaient peut-être plus capables de gérer des gros bordels et tout, avaient pas cette petite culture cette petite étincelle Qui faisait la différence. qui faisait la différence qu'on avait eu tous les deux ados, tu vois. Bien sûr. Si tu tombes sur un autre mec qui fait les Pokémon, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu dis, mais oui, mais moi aussi je l'avais, la carte, tu vois, la carte Pokémon, machin, tu vois. Et ben on était comme ça.
Tu vois, c'était pas des cartes Pokémon, c'était des petits artistes de rockabilly ou des petits mecs comme ça, pas connus, qu'on avait en commun. Est-ce qu'on peut te demander un privilège? Clément, le chef du resto, il gratte un petit peu, tranquillou, tu vois, mais tranquillou. Bon. Et là, il y a une petite guitare qui est au-dessus, qui est exposée dans le restaurant. Est-ce que toi, qu'on peut te la faire descendre, la guitare, et qu'on peut essayer de faire un petit blind test avec le chat? On essaie de gratter 2-3 morceaux et d'essayer de leur faire deviner des classiques. Ok, d'accord, mais vas-y. rapide, hein. On essaye, vas-y, On vas-y. essaie de faire ça. Je sais pas si elle est accordée, mais j'imagine que oui. En tout cas, pas loin. Une guitare Dallas. Oula. Elle est pas accordée. Bah voilà, elle est pas mal. Ah, là, elle est. Elle sonne pas si mal cette guitare. Très bien. Vicious. You hit me with a flower. C'est énorme. You do it every hour. Ah bah oui. Elle vient de là, elle vient du blues. Toute la musique que j'aime. J'adore ce morceau. Je crois que c'est un de mes morceaux préférés de Johnny. Ah, moi aussi, oui. Ouais, Et d'ailleurs, c'était son préféré à lui. j'adore ce morceau. Mais voilà, ça nous fait un point commun. Ça nous fait un point commun avec Johnny. Je pourrais plus lui dire aujourd'hui, mais ça nous fait un point commun. Est-ce qu'un rocker a des regrets? No regrets. Non, 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 non. Bien sûr, j'ai plein de regrets. Bah, on en a tous. Enfin, comment dire? C'est ça qui nous construit aussi. C'est ça qui nous permet de plus faire des erreurs qu'on a faites. C'est ça qui est important. Après, les formuler comme ça, là, il faudrait que je revienne la semaine prochaine. Mais oui, effectivement, peut-être. Il y a des moments où j'ai pas été à la hauteur. Non. Il y a des moments où j'ai mal géré peut-être une relation, tu vois, sentimentale ou avec quelqu'un. Il y a des moments où j'ai pas forcément été disponible pour quelqu'un qui avait besoin de moi. Il y a des moments... enfin, tu vois, mais c'est plus des regrets. Il y a peut-être des fois, je suis monté sur scène trop défoncé, justement, je le ferai plus. On en a tous des... Enfin, comment dire? T'imagines, le mec, il a pas de regrets. C'est les regrets ou tes erreurs qui te font avancer, qui te construisent. Je lui dis, bon, voilà, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça la prochaine fois. Tu vois, Ça te nourrit, ça te construit. Oui, ça te nourrit, ça te construit. Et puis, ça te rend peut-être plus fort. Oui, des regrets, j'en ai plein. Mais tant mieux. Tu vois, tu te dis, putain, ce mec-là, j'aurais peut-être dû être plus à l'écoute. Tu vois, je sais pas quoi, d'un pote qui avait peut-être plus besoin de toi. Bien sûr. Merci Harold d'être venu passer un Bah, bout de d'après-midi rien. avec nous. Merci à beaucoup. vous. Est-ce que quelqu'un t'a déjà appelé Stanislas? Alors oui, des flics. Ok. Parce qu'en fait, vous le savez peut-être pas, mais Harold Popo s'appelle Stanislas Popo parce que si je me trompe pas, Ouais. à l'état civil, ils n'ont pas voulu accepter le prénom Harold. Exactement. Et donc il a fallu déposer un prénom français et le prénom c'était Stanislas. Français, je sais pas, mais en tout cas, un truc qui était dans le calendrier, ouais. Ouais, c'est ça, voilà, c'est Ouais. ça. Hein. Genre Quand avec tu es les né en seins, 68, tu étais obligé d'avoir un prénom qui soit dans la liste des prénoms qu'on pouvait voilà. donner. T'aurais pu t'appeler Fetnat. Et en fait, tu t'appelles. Faites Nat. Et en fait, tu t'es appelé Stanislas. C'était la base avec Harold Popo. Je m'appelle Mathieu Gérard. Merci aux marchands de vin, Adrien, le propriétaire, François, qu'on embrasse beaucoup. Il y a Clément, le chef, toute l'équipe des marchands de vin. Merci à Dounia, à la réalisation, qui était là pour nous réaliser ce soir. Venez manger au marchand de vin. Enfin, si c'est ce que tu fais pour les clients aussi normaux, je vous conseille. Et ben À la voilà. maison. Souligné par Harold Popo. Passez une bonne soirée, un bon week-end. C'était la base. Je m'appelle Mathieu. À plus.